Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de programmation concurrente. Je suis Mathieu Moi, je suis co-responsable de ce cours avec mon collègue Grégoire Pichon qui fera une partie des cours magistraux avec moi. Et puis vous avez donc sur ce transparent la liste de tous les intervenants en TP et en TD, donc Sylvain Brandel, Guillaume Damian, Laurent Lefebvre et Frédéric Sutter. J'espère que vous avez pris un bon café ou un thé si vous êtes plutôt thé, et c'est parti. Donc, on va commencer par l'introduction du cours, où je vais vous raconter un petit peu comment ça marche, où trouver les supports, et un petit peu de quelques mots sur l'organisation, la façon de noter, etc. On parlera ensuite de programmation concurrente, donc l'introduction du contenu du cours, hein, donc les threads, ces trucs bizarres qui vont nous permettre d'exploiter les processeurs multicœurs. Et puis on verra que tout ça, bah, ça vient avec tout un tas de problèmes qu'on va détailler dans la partie suivante. Donc en termes d'organisation, vous avez la page du cours qui se trouve ici. Tous les supports seront disponibles, donc les vidéos, les liens vers les transparents, les sujets de TD, TP, etc. On a un fonctionnement relativement classique avec des cours magistraux, des TP, des TD. Alors classique en période Covid, donc les cours magistraux se feront a priori tous à distance. Pour les TP-TD, on verra comment évolue le semestre. On va essayer de faire un petit peu de présentiel comme on avait pu le faire au premier semestre, mais ça va être assez compliqué. Vous avez aussi, pour vous entraîner, des QCM. Donc les QCM, ils vont être disponibles, j'y reviendrai juste après, en ligne, et vous les ferez au fur et à mesure du cours. Vous avez aussi des petits devoirs maison qui vont vous permettre de réviser un petit peu et de vous entraîner tout au long du cours. Et puis ça c'est un peu mon dada, un jeu de piste, donc ce sera une façon un peu plus ludique de faire les exercices classiques où vous allez devoir vous balader un peu dans une machine virtuelle, installer des trucs, désinstaller des trucs, et puis essayer de résoudre toutes les énigmes qu'on va vous poser. Voilà, au niveau de l'évaluation, on a un contrôle continu en milieu de semestre. J'ai bon espoir qu'on puisse le faire en présentiel, donc ce sera normalement un contrôle continu papier. Il y aura aussi un examen de TP donc, qui se fera sur machine dans les salles TP réseau et qui sera noté. Ce qui veut dire que, et au passage, donc, dans les salles TP réseau, vous n'aurez pas accès à Internet et compagnie. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de coder sans avoir d'accès à Internet. Donc si vous avez pris l'habitude d'aller chercher sur Internet à chaque fois que vous avez un problème, pas forcément un mauvais réflexe en soi, mais il faudra être suffisamment à l'aise en C++ et avec tous les outils qu'on va utiliser pour pouvoir coder de manière autonome le jour de cet examen de TP. Un contrôle continu final qui aura lieu en avril, et donc là aussi ce sera en présentiel papier. Et puis c'est tout à fait possible qu'on vous fasse des petites interros surprises, que ce soit des interros papier si on arrive à être en présentiel, ou peut-être des petits QCM en cours magistral, TD ou TP. Vous avez les dates de tout ça sur la page du cours, je vous laisse aller voir pour les détails. Voilà, je reviens un petit peu sur cette histoire de QCM d'auto-évaluation. Donc les QCM, vous avez le lien ici, et puis vous avez aussi le lien sur la page du cours. C'est le même système pour ceux qui l'ont déjà utilisé que le système que vous avez utilisé en cours d'Unix. Donc on va vous poser des questions, vous répondez. Quand une question est bonne, quand vous donnez la bonne réponse, on passe à la suivante. Et tant que vous donnez la mauvaise réponse, bah, ça va vous reposer toujours la même question. Donc vous avez un nombre illimité de tentatives, simplement le système au bout d'un moment va décider qu'il vous interdit de répondre tout de suite, 2 fois de suite à la même question pour éviter de brute forcer le système. Mais au final, vous devriez pouvoir répondre correctement à toutes les questions, même si vous n'avez pas la bonne réponse du premier coup. La bonne réponse en général elle est dans le cours. Si vous essayez que vous vous trompez, vous réessayez, vous allez relire votre cours, vous réessayez, et vous devriez à la fin avoir toutes les bonnes réponses. Donc j'insiste juste sur le fait que c'est de l'auto-évaluation, c'est pas de l'évaluation au sens où on va pas prendre le résultat dans la note, puisque logiquement vous devriez tous avoir la totalité des bonnes réponses. Par contre, je me réserve le droit de vous mettre une pénalité sur la note de contrôle continu final si vous n'avez pas fait les QCM une semaine après le cours correspondant. C'est-à-dire qu'on va faire un cours aujourd'hui, si dans une semaine vous n'avez pas répondu à la première partie du questionnaire, là vous aurez une pénalité sur la note de contrôle continu. Alors pourquoi on vous embête avec des petits QCM réguliers comme ça, et pourquoi on vous oblige à bosser régulièrement?
Je voudrais vous montrer un petit truc quand même, sur tout simplement le principe du fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau humain, il est fait pour apprendre et pour oublier. Donc, il y a des gens qui se sont amusés à mesurer. Ça, c'est le truc que vous avez appris. Et puis, 20 minutes plus tard, il reste plus grand-chose. Et puis, un jour plus tard, il reste vraiment plus grand-chose. Et par contre, si on réapprend, une courbe d'apprentissage et d'oubli, ça ressemble à ça. On oublie des choses, et puis on les réapprend. Et puis on les oublie, mais on les oublie un peu plus doucement, puis on les réapprend, etc. Et au fur et à mesure que vous oubliez et que vous réapprenez, vous finissez par avoir quelque chose qui va être persistant. Et là, vous allez vous en souvenir un peu plus durablement. Voilà, tout ça pour dire tout simplement, donc ça c'est des modèles un peu théoriques, mais il y a des gens qui se sont amusés à faire des mesures, à faire des questionnaires et à poser des questions aux gens sur des sujets divers et variés pour voir s'ils mémorisaient. Le cerveau humain, il est fait pour oublier et réapprendre régulièrement. C'est-à-dire que si vous apprenez un truc là en cours, que vous révisez pas et que la veille de l'examen vous essayez de réviser, il va plus vous rester grand-chose et c'est juste normal, c'est que vous êtes un être humain. Par contre, si vous faites l'effort entre deux cours de passer quelques minutes sur ces QCM, QCM ou autre, n'importe quoi qui vous permet juste de vous rafraîchir la mémoire, qui vous permet de vous reposer la question, tiens, on a vu ce que c'était qu'un mutex, je me souviens plus ce que c'est quoi, hop, on réapprend, et puis la semaine d'après on oublie et on réapprend, et au bout de 15 jours, 3 semaines, ça devrait être appris de manière beaucoup plus durable. Autre chose, on va faire des TP. Les TP, ils sont en C++. Vous devez connaître C++, puisque vous avez fait les matières précédentes, vous avez fait l'IFAP3 en particulier, où vous avez fait du C++ raisonnablement avancé. Vous devez être à l'aise en C++. Si vous n'êtes pas à l'aise en C++, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des TP où nous, notre objectif, ça va être de vous faire de la programmation parallèle, de faire du multithread, multicœur, tout ce que vous voulez. Et en fait, si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez avoir des problèmes de base de programmation. On voit tous les ans des étudiants qui sont dans cette situation-là, qui du coup ne peuvent pas bénéficier des TP qu'on leur fait sur le côté programmation concurrente, parce qu'ils sont bloqués par les aspects programmation. Donc, si vous êtes fort en C++, tant mieux. Vérifiez quand même que vous êtes effectivement fort en C++. Faites-vous des petits TP, juste, voilà, écrivez au moins Hello World pour vous reconvaincre que vous êtes capable de le faire. Si vous êtes moyennement fort en C++, regardez vos cours et compagnie. Si vous estimez que vous êtes débutant en C++, là, ça va être une démarche d'apprentissage personnel de votre part. On est en L3, et donc allez prendre un bon tuto sur le web, posez-nous des questions, bossez en dehors, mais arrivez le jour des TP en étant opérationnel sur C++. Sinon, ce que je vous dis, c'est pas, je vous demande pas de bosser plus, je vous demande justement de bosser mieux. Si vous arrivez en n'étant pas opérationnel en C++ au TP, vous allez perdre un temps fou, mais vous allez le perdre simplement plus tard. Voilà, aux examens, il y aura des histoires de thread, des problèmes de concurrence, de l'ordonnancement, ça ce sera la deuxième partie du cours, et de l'administration système. Ça arrivera uniquement pour le contrôle final, puisque l'administration système, on la verra après le contrôle continu de mi-parcours à mi-semestre. Voilà, je vous propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet, et donc on va parler de parallélisme, puisque c'est vraiment l'objet du cours. On va dire en toute première approximation, programmation concurrente, programmation parallèle, on va dire que c'est pareil. Le parallélisme, c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et de la même manière que dans la vraie vie, quand on est plusieurs à faire un truc, on va plus vite. Et donc l'idée ici, ça va être d'utiliser plusieurs processeurs pour faire le même calcul, on dira des fois plusieurs cœurs, je vais y revenir, pour faire un calcul qui va aller plus vite que si on n'avait qu'un seul processeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une machine multiprocesseur? Ici vous avez une photo d'une machine multiprocesseur. Donc si on regarde un petit peu là-haut, on va avoir les barrettes de RAM, ici. Là, vous avez les branchements pour mettre des périphériques, donc typiquement vous allez brancher les cartes graphiques, cartes son, cartes ce que vous voulez ici, etc. Il y a probablement de quoi brancher de l'USB, clavier souris, etc. Toutes les connectiques sont ici. Là, vous avez le port Ethernet. Et puis vous avez ces deux gros trucs ici, avec des gros ventilateurs dessus. Pourquoi il y a des ventilateurs? Parce que c'est les trucs qui chauffent le plus. Et les trucs qui chauffent le plus en général dans un ordinateur, ça va être les processeurs. Donc ici, on a bien deux processeurs, un ici, chacun avec son ventilateur. Et donc chacun va être capable de calculer, et du coup, si je m'arrange bien, avec deux processeurs, je vais pouvoir calculer 2 fois plus vite que si j'avais qu'un seul processeur. Qu'est-ce que ça veut dire le multicœur dans tout ça? Le multicœur, c'est un truc qui va être un petit peu moins facile à expliquer visuellement, puisque ça, c'est un processeur multicœur, par exemple, et à l'œil comme ça, j'aurais pas pu vous dire qu'il était multicœur. Simplement, si je regarde, si je pouvais ouvrir ce processeur et regarder ce qu'il y a dedans, je verrais quelque chose comme ça.
Ça, c'est la vue logique de ce processeur. À l'intérieur du processeur, bah, j'ai la partie calcul qui est répliquée en 4 exemplaires. Donc en réalité, un processeur multicœur avec 4 cœurs, bah, c'est exactement pareil que d'avoir 4 processeurs à un seul cœur. Simplement, 4 processeurs, c'est 4 puces différentes. Un processeur quadricœur, ça va être simplement une seule puce avec 4 cœurs. Donc historiquement, bah, d'abord les premières machines, elles avaient qu'un seul processeur et c'était déjà pas mal. Ensuite, on s'est mis à faire des processeurs qui étaient suffisamment petits et suffisamment peu chers pour qu'on puisse en mettre 2 ou 4 ou plus dans une seule machine. Et puis ensuite, bah, les technologies de miniaturisation ont progressé et on s'est mis à être capable de faire des processeurs qui contenaient plusieurs cœurs. Et du coup, bah, si on a la possibilité de mettre plusieurs cœurs sur une seule puce, c'est pas la peine de s'embêter à avoir plusieurs puces. Euh, donc si on regarde un tout petit peu, histoire de vous donner quelques ordres de grandeur, quelques dates, donc multiprocesseur, c'est plusieurs puces dans un ordinateur. C'est typiquement des choses qui sont utilisées sur des machines relativement haut de gamme. On dit des fois aussi multi-socket. Socket, c'est la prise sur laquelle on va brancher le processeur. Donc une machine qui a plusieurs processeurs, bah, elle a aussi plusieurs prises pour brancher plusieurs processeurs. Et donc en processeur multi-cœur, c'est un seul processeur qui contient plusieurs unités de calcul, donc qui peut faire plusieurs choses en même temps. Historiquement, ça s'est apparu en 2001. Le premier multicœur, c'était le Power 4. Et en fait, ça allait très très vite, puisqu'aux alentours de 2010, on a commencé à vraiment généraliser le multicœur. Et aujourd'hui, 2020-2021, ben, un smartphone bas de gamme, il a 2 cœurs. Donc ce que vous avez peut-être dans votre poche, c'est déjà un processeur multicœur. Et les smartphones haut de gamme ont plutôt 4 à 8 cœurs aujourd'hui. Un ordinateur personnel, le moindre ordinateur a un minimum de cœurs. Et c'est pas rare d'avoir des processeurs à 4 ou 8 cœurs, y compris sur les machines type ordinateur personnel. Un serveur, c'est typiquement plus de 16 cœurs. Un serveur qui coûte plusieurs milliers d'euros, vous allez avoir éventuellement plusieurs sockets avec chacun 32 cœurs par exemple. Euh, il existe aussi des processeurs spécialisés, type les GPU, Graphical Processing Unit, où là, alors on va changer un petit peu cette notion de multicœur, mais enfin, le truc qui ressemble le plus à un cœur dans un GPU, bah, on peut en trouver de l'ordre de 1000 sur une seule puce. Alors là, ça donne des trucs qui sont assez compliqués à programmer parce que chaque unité de calcul est relativement pauvre hein, en termes de capacité, mais par contre, on en a vraiment beaucoup et du coup, c'est ce qui fait que les calculs sur GPU peuvent aller très très vite. Et puis on a une autre catégorie qui ressemble un petit peu au GPU qui s'appelle les processeurs many-core, sur lesquels, pareil, on a des cœurs qui sont tout petits, qui sont assez simples, mais par contre, on peut en avoir plusieurs centaines sur une seule puce. Voilà, et évidemment, alors est-ce qu'il vaut mieux être multiprocesseur ou multicœur? Bah, en général, aujourd'hui, si on est multiprocesseur, on est à la fois multiprocesseur et multicœur, hein, parce que bah, de toute façon, si vous voulez acheter un processeur monocœur, aujourd'hui, on n'en trouve plus sur le marché. Euh, donc les machines qui sont multiprocesseurs, c'est qu'elles ont des processeurs multicœurs, mais que ça suffisait pas et qu'elles en ont plusieurs pour avoir encore plus de capacité de calcul. Donc, alors avant de continuer sur ce slide, je voudrais juste donner un petit exemple. On a un petit programme ici, int, main, etc. On a une petite boucle, voilà, c'est un programme assez quelconque. Si j'exécute ce programme sur une machine qui a un seul cœur, ou si j'exécute le même programme sur une machine qui en a 2, 4, 8, 16, est-ce que le programme ira plus vite si je l'exécute sur une machine qui a beaucoup de cœurs? On serait tenté de se dire, bah oui, parce que là on a 1000 cases d'un tableau à initialiser. Si on met 100 cœurs, bah, chacun va faire qu'un dixième du boulot, donc ça devrait aller plus vite. Et bah malheureusement, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Donc la réponse, j'aimerais bien vous poser la question, mais là j'enregistre ma vidéo, vous n'êtes pas devant moi, donc je ne peux pas attendre votre réponse. Euh, donc, dans les deux cas, qu'on soit multicœur ou multiprocesseur, le fait d'avoir plusieurs unités de calcul, ça accélère pas le calcul séquentiel. Le calcul séquentiel, on peut le voir comme une série d'instructions qu'on va donner, comme on aurait pu donner des instructions à quelqu'un, on aurait pu donner des instructions à un ouvrier pour qu'il construise quelque chose. Bah là, on va donner des instructions à un processeur. Si j'ai 10 ouvriers, mais que j'essaye d'exécuter les mêmes instructions, que je lui dis, bah, il faut faire d'abord ça, après ça, après ça, après ça, mon ouvrier, il va pas aller plus vite du fait qu'il a 9 copains à côté de lui. Mon cœur de processeur, il va pas aller plus vite du fait qu'il a d'autres cœurs à côté. Il va falloir qu'on change notre manière de programmer et qu'on soit capable de demander à l'ordinateur explicitement de faire plusieurs choses à la fois pour aller plus vite. Et donc, bah, c'est tout l'objet de ce cours, c'est d'apprendre à programmer un ordinateur
pour qu'il soit capable d'exploiter le fait d'avoir plusieurs unités de calcul, que ce soit plusieurs cœurs ou plusieurs processeurs. Alors on a parlé un peu du matériel, on va parler un petit peu maintenant du logiciel. Par-dessus votre processeur, vous avez le système d'exploitation qui tourne. Donc l'idée c'est que tout en bas, ici, on a un ou plusieurs processeurs. Vous avez aussi d'autres périphériques physiques qui vont être le disque, l'écran, etc. Tout en haut, vous avez des applications. Alors là, peut-être que vous avez votre lecteur PDF, là vous avez Firefox, là vous avez je sais pas quoi, VS Code. Euh, les applications, elles ne tournent pas directement sur le CPU. Entre les deux, ce que vous avez, c'est le noyau du système d'exploitation. Et donc le noyau du système d'exploitation, il contient plusieurs choses. Il contient déjà les drivers qui vont nous donner une espèce de couche d'abstraction par-dessus les périphériques. Quand Firefox, qui est ici par exemple, a envie de sauvegarder un truc sur le disque, Firefox va pas demander à mon disque dur d'écrire à tel endroit pile. Firefox va demander au driver qui lui va s'occuper, lui il sait que c'est un disque SATA, que c'est un disque USB, que c'est un disque je sais pas quoi, et il sait comment parler au disque dur, et donc mes applications ici vont être capables juste de dire, typiquement ici on va avoir read ou write. Et on va pas avoir des choses beaucoup plus compliquées que ça pour accéder au disque dur. On a plusieurs applications, et ces plusieurs applications, on va les partager sur des CPU. On peut tout à fait avoir des centaines d'applications. Combien j'ai d'applications qui tournent en ce moment sur ma machine? On va regarder ça tout de suite. Hop, top, ça c'est la liste de tout ce qui tourne sur ma machine. Vous pouvez voir que y a pas mal de monde. Et si on veut savoir même plus précisément combien il y en a, ça c'est la liste de tous les processus. Et du coup, si je les compte, et pour l'instant, il y en a 388 qui tournent sur ma machine. Donc là-haut, j'ai 388 applications, et sur ma machine, j'ai 4 cœurs. Donc si on voulait le faire sur vraiment mon PC, il y en aurait 4 comme ça. Il va falloir se débrouiller pour que les gens se répartissent les cœurs. On ne peut pas avoir celui-là qui va être exécuté là, celui-là qui est exécuté là, et puis que ça ne change pas, parce que sinon j'aurais mes 4 premières applications qui tournent, et puis celle-là, hop, je pourrais rien faire avec. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'ordonnanceur, et l'ordonnanceur va dire, pour l'instant, toi tu vas t'exécuter sur ce cœur-là, toi tu vas t'exécuter sur ce cœur-là, et puis un petit peu plus tard, on va dire, non, finalement, toi, tu t'exécutes plus, et ça va être lui qui va s'exécuter sur ce cœur-là. Donc l'ordonnanceur, c'est lui qui répartit, qui planifie le travail sur les différents cœurs. Et ça va être une partie de ce cours, on va voir comment fonctionne cet ordonnanceur et comment on peut interagir avec lui. Et donc pour l'instant, dans ce chapitre, ce qu'on va voir, c'est les mécanismes de gestion du multitâche dans un OS. On va voir comment les exploiter pour écrire des programmes parallèles, c'est-à-dire que les programmes que vous allez écrire, ils vont être capables d'aller plus vite grâce à ce parallélisme. Et puis on va voir que tout ça ne vient pas gratuitement, de la même façon que quand on fait du travail d'équipe, on a plein de soucis qui viennent du travail d'équipe. On est plusieurs, il faut qu'on se synchronise, il faut qu'on se partage le travail. Et ici, on va programmer en parallèle et on va devoir répartir le travail sur les processeurs, on va devoir gérer les interactions entre les processeurs, etc. Première notion fondamentale, les processus. Ça, c'est une notion que vous connaissez relativement bien, je pense. Un processus, c'est un programme qui est en train de s'exécuter. Un programme qui n'est pas en train de s'exécuter, ça peut être un fichier exécutable sur le disque, mais à partir du moment où vous lancez votre fichier exécutable, vous avez un processus qui tourne, qui s'exécute sur le processeur et qui utilise de la mémoire, de la RAM. Alors au tout départ, les premiers ordinateurs, ils n'avaient pas cette notion de processus. On avait un seul programme qu'on exécutait à un moment sur l'ordinateur, et il n'y avait pas la possibilité d'avoir plusieurs tâches qui s'exécutent en même temps, on va dire, même si là, on va voir que la notion de en même temps, elle est un peu plus subtile qu'elle en a l'air. Donc cette notion de processus, c'était une façon de dire qu'on va avoir plusieurs choses qui s'exécutent sur la même machine, et puis de temps en temps, on va passer de l'un à l'autre. Donc ce qui est arrivé relativement rapidement en informatique, c'est même quand on a eu des processeurs qui étaient monocœurs et qu'on avait des ordinateurs avec un seul processeur, on pouvait quand même lancer plusieurs applications. Et ce qui était tout à fait possible, c'était par exemple, je lance une fenêtre avec une vidéo, je lance une deuxième fenêtre avec un jeu vidéo, et sur un processeur même monocœur, on est capable d'avoir la vidéo qui tourne d'un côté et d'avoir le jeu qui tourne dans l'autre fenêtre.
Et donc en tant qu'utilisateur, on a la sensation d'avoir les deux choses qui s'exécutent en parallèle. Alors en pratique, est-ce que c'est vraiment en parallèle? Bah non, pas tout à fait. Donc techniquement, comment ça s'est mis à marcher le multitâche sur des ordinateurs qui n'étaient pas encore multiprocesseurs? Bah, j'ai le temps qui passe ici, j'ai deux processus à exécuter. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter un petit peu de l'un et puis un petit peu de l'autre. Donc peut-être que là, je vais avoir un peu mon jeu vidéo, puis là, je vais avoir un peu la vidéo, puis là, je vais avoir un peu mon jeu vidéo, et puis là, je vais avoir ma vidéo qui tourne, etc. Et si on se débrouille bien, bah, ce laps de temps ici, ça peut être de l'ordre de 100 millisecondes, par exemple, hein, donc un dixième de seconde. Et ben, à l'œil, ce que vous allez voir, c'est que vous allez avoir un dixième de seconde d'un truc qui bouge, un dixième de truc d'un autre truc qui bouge, etc. etc. Et bah, si ça va suffisamment vite, à l'œil, on a l'impression que ces deux choses-là tournent en parallèle. Mais en réalité, à cette époque, on avait encore une espèce de simulation de parallélisme. Ce qu'on va être capable de faire maintenant avec un ordinateur multicœur, c'est d'avoir vraiment un processus qui s'exécute et d'en avoir un autre qui s'exécute vraiment en même temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un processeur qui tourne et un deuxième processeur qui tourne pour faire deux choses différentes. Donc cette notion de processus, bah, ça permettait de faire du multitâche, de donner cette illusion qu'on faisait plusieurs choses en même temps, et puis ça donne aussi une forme d'isolation entre les programmes. Un processus, c'est un espace mémoire, et un processus, il n'a pas le droit d'écrire en dehors de son espace mémoire. Donc par exemple, si mon lecteur PDF là, que vous êtes en train de regarder sur cette vidéo, a décidé d'essayer d'écrire dans la mémoire de mon navigateur web, s'il essaye de le faire, il va se prendre une erreur que vous connaissez sans doute bien, segmentation fault. Enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais on va dire que c'est segmentation fault s'il essaye de le faire. Euh, et donc, il ne pourra pas aller écrire ou lire la mémoire d'un autre processus. Donc mon lecteur PDF, s'il part complètement en vrille, s'il fait absolument n'importe quoi, il ne doit pas faire cracher mon navigateur à Firefox qui tourne à côté. C'est important en termes de stabilité. Quand j'ai un processus qui crache, ça ne doit pas tuer les autres processus. C'est important aussi en termes de sécurité. Typiquement, Firefox, c'est du web, c'est des trucs, il y a des sites web qui demandent à exécuter des choses dedans. Je n'ai pas envie que Firefox puisse accéder n'importe comment à n'importe quoi. Typiquement, si un programme JavaScript était capable d'aller lire sur mon disque dur, ce serait très embêtant. Aujourd'hui, même en parlant de navigateur web, hein, vous avez la petite note en bas qui vous pointe sur un article un peu plus détaillé, mais les navigateurs se mettent même à avoir plusieurs processus et à avoir un processus par onglet pour des raisons de sécurité, justement pour bénéficier de cette sécurité du système d'exploitation qui fait qu'on n'a pas le droit d'accéder à la mémoire du voisin. Et donc un onglet n'est pas forcément capable d'accéder à la mémoire d'un autre onglet. Donc cette notion de processus, c'est un truc qui a été inventé dans les années 70 qui est toujours complètement d'actualité. Bien sûr qu'on vient de voir, hein, il y en avait 388 je crois sur ma machine. Par contre, la notion de processus, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas extrêmement pratique à utiliser pour faire du calcul parallèle. On peut faire du calcul parallèle avec des processus, on peut lancer deux processus, j'en aurai un sur chaque processeur. Par contre, ce que je pourrais pas, ce que je pourrais pas facilement, c'est partager la mémoire entre ces processus. Et donc c'est là qu'intervient une autre notion qui va être la notion de thread, et qu'on va voir dans ce cours. Alors je vous propose d'essayer de mettre ça en application sur un petit exemple qui va être un petit logiciel de chat. Alors un logiciel de chat, du coup, on va avoir un client, un serveur qui vont communiquer. Hop. Donc on va démarrer le serveur ici. Le voici avec sa fenêtre. Et puis on va avoir un client qui se connecte. Donc je me connecte à l'adresse locale host sur le même port. Hop. Et donc j'ai mon client qui se connecte ici. Je vais dire bonjour. Hop. Je vois que les deux côtés reçoivent bien le même message. Hop, comment ça va? Il y a un petit délai, mais ça va finir par arriver. Hop, et on peut communiquer comme ça. Alors, comment est-ce que ça va marcher à l'intérieur? Donc, l'idée, c'est que d'un côté, on va avoir le réseau. On va avoir un petit module qui va s'occuper de recevoir les messages. Et puis, on va s'occuper ensuite de les afficher. Donc, on peut schématiser ça avec la petite fenêtre. Hop, hop, hop. Et donc il va falloir que lui soit capable d'un côté de regarder le réseau et de recevoir les messages, et puis de l'autre côté de fournir un autre morceau du logiciel qui va s'occuper de l'affichage. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire, la même application doit pouvoir enregistrer des événements de l'utilisateur et attendre les messages du réseau. Il y a l'affichage et puis évidemment le fait qu'on peut aussi écrire dans la fenêtre et du coup les messages peuvent circuler dans les deux sens.
Donc mon petit module, je parle au réseau, et mon petit module, je fais l'affichage, la saisie au clavier et tout ça, on aurait pu la faire avec 2 processus. Par contre, si je la fais avec 2 processus, bah, je me retrouve exactement dans le même problème. C'est que je vais avoir un processus qui s'occupe de parler au réseau, un processus qui s'occupe de faire l'affichage. J'ai ma fenêtre graphique qui est affichée ici, mais là, je vais avoir quelqu'un qui va être chargé à la fois de communiquer avec un autre processus et à la fois d'afficher des choses. Donc au final, j'ai pas tellement avancé. La deuxième idée, celle qu'on va mettre en œuvre, ça va être un fil de traitement, un fil d'exécution, thread en anglais, hein, thread si on veut essayer de le prononcer comme il faut, qui s'occupe de lire le résultat depuis le réseau et d'écrire ce résultat-là dans une variable. Et puis je vais avoir un autre fil d'exécution, un autre thread qui va s'occuper de faire le reste, donc qui va regarder la variable de temps en temps, et quand la variable elle contient un message, elle va s'occuper de consommer ce message et de l'afficher. Et donc on va avoir une structure de données qui est accessible par les deux, qui est partagée, la fameuse variable qui contient le message ou alors qui contient rien du tout. On verra plus tard que ce genre de problème, c'est ce qu'on appelle un problème de producteur-consommateur. Attention, la solution présentée ici est seulement pour présenter le cours. Si un jour vous faites un vrai logiciel de chat, c'est probablement pas cette solution-là qui sera la meilleure. Donc les threads, alors on dit des fois thread, on dit des fois processus léger, on dit des fois fil d'exécution, c'est exactement la même chose, hein. Quand on disait processus tout à l'heure, par opposition au thread, si je veux vraiment marquer le fait que c'est un processus, je vais dire processus lourd. Le processus lourd, il a son espace mémoire à lui, il n'a pas le droit d'écrire en dehors de son espace mémoire. Les processus légers, c'est des choses qui se trouvent à l'intérieur d'un processus lourd. Donc le processus, il contient tout ce qui est nécessaire à l'exécution, registre, etc. Donc la mémoire à l'intérieur du processus contient tout ce qu'il faut pour l'exécuter. Passer d'un processus à un autre processus, ça veut dire reconfigurer le processeur pour lui dire bah, je vais changer d'espace mémoire, ça c'était autorisé, maintenant c'est interdit, ça c'était interdit, maintenant c'est autorisé, ça prend assez longtemps. Commutation de contexte, on parle de context switch en anglais. Pour faire communiquer deux processus, on utilise en général des appels système, et donc on va devoir exécuter un morceau de code du processus, après on va exécuter un morceau de code du noyau, et puis après on va exécuter un morceau de code d'un autre processus. Et du coup il y a cette notion de commutation de contexte, de context switch, c'est que pour passer du processus au noyau ça prend du temps, pour passer du noyau à un autre processus ça reprend du temps. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un processus lourd, hein, puisque il y a beaucoup d'opérations qui sont relativement coûteuses en temps d'exécution. Ensuite, bah, un processus, hein, donc ça c'est un processus avec son espace mémoire, ça c'est un autre processus, et si je veux les faire communiquer, là je vais avoir besoin d'appel système. Par contre, à l'intérieur de chaque processus, je peux avoir plusieurs fils d'exécution, et l'idée c'est que tous ces fils d'exécution, ils vont partager leur mémoire. Quand vous codez, vous pouvez écrire un programme. Si vous voulez suivre l'exécution du programme, vous pouvez suivre cette exécution avec le doigt. Vous pouvez mettre le doigt sur une instruction et vous dites là je suis en train d'exécuter ça, puis maintenant j'exécute ça, etc. Puis vous allez bouger votre doigt sur votre programme. Bah, un fil d'exécution, un thread, c'est un doigt. Et si vous avez plusieurs threads, et bah pour regarder comment fonctionne un programme multithread à la main, vous allez avoir besoin de plusieurs doigts en disant bah, le doigt de ma main droite c'est le thread 0, le doigt de ma main gauche c'est le thread 1. Et ils peuvent avancer de manière indépendante dans le code. Les deux exécutent le même programme, mais pas forcément au même endroit. Donc tous les threads ils vont partager les mêmes ressources, ils partagent la même mémoire. Par contre, chaque thread a quand même son compteur programme. Donc le compteur programme, c'est vraiment ce doigt qui va circuler, qui dit je suis en train d'exécuter cette instruction. Sa propre pile, donc ses propres variables locales. Donc je peux éventuellement accéder aux variables locales du voisin, mais par contre mes variables locales c'est les miennes, et les variables locales du voisin c'est les variables locales du voisin. Passer de l'un à l'autre, si j'ai 3 threads comme j'ai ici, mais que j'ai que 2 processeurs, bah, je peux tout à fait dire que celui-là il va être mappé sur un processeur, celui-là il va être mappé sur un autre processeur, et puis un petit peu plus tard, on va dire que finalement non, c'est plus lui, c'est lui qui va venir s'exécuter. Et donc le fait de suspendre ce thread ici pour réactiver ce thread-là, c'est encore un context switch pour passer de ce premier thread à ce deuxième thread, mais ça va aller beaucoup plus vite de faire un context switch entre deux threads que de faire un context switch entre un processus et un autre processus. La communication, elle peut se faire simplement par partage de variables. Une solution simple, c'est d'avoir une variable globale. Une variable globale, elle est partagée par tous les threads. Et puis je peux avoir un thread qui écrit dedans et un thread qui lit dedans. C'est de la communication.
si je veux regarder en termes de mécanique d'exécution, mon processeur il va faire un store dans une variable, c'est une instruction il a écrit dedans, de l'autre côté il va faire un load, c'est une instruction il va lire dedans, et donc je peux vraiment littéralement faire de la communication avec une variable assembleur de chaque côté. Donc du coup ça va être super rapide, et puis ça a l'air super simple. Il y a quand même un petit point d'interrogation, parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça, justement, ça va être tous les problèmes qu'on va avoir dans ce cours. Donc globalement, attention aux variables partagées. Les variables partagées, elles sont partagées, donc s'il y en a un qui écrit, l'autre, quand il lit, il va lire la valeur qui vient d'être écrite, mais s'il lit juste avant ou juste après, il ne va pas lire la même valeur, par exemple. Voilà, alors on va détailler un petit peu cette notion de thread et de processus. Donc les processus, c'est des rassemblements de ressources dans un programme. On a ici nos processus en haut et nos processeurs en bas sur lesquels on va s'exécuter, le système d'exploitation qui va être au milieu, qui va s'occuper de faire tout ça. Les threads, c'est des chemins d'exécution dans les processus. Donc c'est vraiment plusieurs threads. Ici, on a 3 threads qui exécutent le programme P3. Ils s'exécutent dans le même espace mémoire. Quand il y en a un qui est écrit dans une variable, les autres voient immédiatement ce qui se passe. Mais par contre, donc même s'ils exécutent le même code, ils ne sont pas forcément au même endroit du code au même moment. Donc ensuite, question, comment sont gérés les threads par le noyau? L'ordonnanceur, c'est le truc qui va s'occuper de multiplexer tout ça, c'est-à-dire de faire croire aux processus qui sont au-dessus qu'en fait, il y a une infinité de processeurs. Ici, on a 4 threads, on n'a que 3 processus, que 3 processeurs. Bah, c'est l'ordonnanceur qui s'occupe de décider qui va s'exécuter à quel moment sur quel cœur. Alors on a plusieurs façons de faire. On peut dire que l'ordonnanceur il voit les processus et qui dit bah, je vais décider de mettre le processus P1 sur le cœur CPU1 et puis le processus P3 sur le cœur CPU1. J'aurais dû les numéroter autrement, bon sur celui-là. Bah ça va pas être très efficace si on ne voit que les processus parce que du coup mes 3 threads ici en vert ils ne vont s'exécuter que sur un seul cœur et du coup j'aurai pas l'efficacité du multithread ici. Une autre option, c'est de dire que le noyau, il a connaissance des threads. Donc ici, on a 3 threads dans le processus P1, et ces 3 threads, ils sont visibles par le noyau, et le noyau, il peut tout à fait décider qu'il va mettre ce thread-là sur ce cœur-là, et puis qu'il va mettre ce thread-là sur ce cœur-là, et puis ce troisième thread sur ce cœur-là. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir exploiter au maximum la capacité de calcul de ma machine, puisque mes 3 threads, mes 3 cœurs vont être occupés par 3 threads différents. Voilà, alors en cours de système l'année dernière, vous avez dû voir un petit peu comment ça marchait cette histoire d'ordonnancement. Euh, un processus, il peut être soit en train de s'exécuter, c'est ce qu'on a ici, hop. Il peut être bloqué, par exemple, il est en train de faire une lecture sur le réseau, et ben, il n'y a rien qui arrive sur le réseau, bah, pendant ce temps-là, il est bloqué. Les processus qui sont bloqués, bah, ils ne consomment pas de ressources, enfin, ils consomment de la mémoire, mais ils ne vont pas consommer de CPU. Tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais 388 processus sur ma machine. Sur ces 388, ils sont presque tous bloqués. On peut le demander au système d'ailleurs. Hein. Hop. J'ai 77% du temps de mon processeur qui est passé à ne rien faire. Et si je regarde les tâches, bah, il y en a 387 en ce moment, et il y en a 386 qui sont en train de dormir. Donc vous voyez qu'effectivement, la plupart des processus sur ma machine ne font rien, et donc du coup, bah, ma machine elle est réactive. J'ai pas une machine qui rame comme si j'avais vraiment 388 bonshommes qui étaient en train de s'exécuter dessus. Alors il peut arriver quand même que j'ai plus de processus qui soient prêts à s'exécuter que de processus qui sont vraiment en train de s'exécuter, et c'est pour ça que j'ai ce troisième état possible, prêt. Et donc un processus, il peut être prêt, il aimerait bien s'exécuter, mais il n'y a pas la place sur le processeur. Et à ce moment-là, bah, on va avoir certains processus qui sont en exécution et d'autres qui sont seulement prêts. Alors, est-ce que ces états prêts en exécution bloquée, c'est des états des threads ou des processus? Que se passe-t-il quand un thread fait fork, par exemple? Quand un thread fait fork, malheureusement, ça va ne forker qu'un seul thread. Voilà, et pour répondre à la question du dessus, bah, les états prêts en exécution bloquée, quand on est dans le modèle en noir ici, on va avoir besoin d'avoir un état prêt en exécution bloquée par thread.
Donc on a plusieurs modèles. On peut utiliser ce qu'on appelle des green threads ou des threads utilisateurs. Les threads utilisateurs, c'est des threads qui sont vraiment internes à un processus. C'était le modèle qu'on avait ici à droite, où on avait plusieurs threads, mais qui n'étaient visibles que sous la forme d'un seul fil d'exécution par l'ordonnanceur. À ce moment-là, le noyau n'a pas connaissance des threads. On peut faire ça de manière raisonnablement portable, enfin en tout cas indépendante de l'OS. On peut gérer ça sans appel système, c'est-à-dire que pour passer d'un thread à l'autre, on va écrire un petit morceau d'assembleur qui repositionne le pointeur de pile, le compteur programme, etc. Ça peut vous donner l'illusion du parallélisme, mais c'est pas du vrai parallélisme au sens où ça vous permettra pas d'aller plus vite. On a un autre modèle de thread, c'est les threads noyaux. C'est ceux qui étaient en noir ici sur notre transparent. Et ces threads noyaux, eux, ils sont visibles par le noyau et chaque thread peut être mappé sur un cœur différent. Donc ça, c'est un modèle qui est raisonnablement simple. On va créer un thread avec un appel système, on demande au système d'exploitation, je voudrais créer un thread, etc. C'est comme ça que marche Linux, par exemple. Et puis, il y a un autre modèle de thread, c'est d'essayer de mélanger les deux, la notion de thread multiplexé. Donc dans ce modèle-là, ce qu'on va avoir, c'est plusieurs threads système qui sont affectés à un processus, et ce processus peut avoir plusieurs threads. Par contre, on peut tout à fait avoir 3 threads système pour un processus qui a 12 threads à l'intérieur. Et du coup, les 12 threads vont être répartis sur les threads noyaux. C'est un système qui est plus souple, qui est aussi plus complexe. C'est celui qui est utilisé par exemple par Windows depuis Windows XP. Alors petite question, je vous pose la question mais je ne vais pas y répondre ici et puis on y répondra après pendant la visio qu'on fera en direct tout à l'heure. Dans les deux cas suivants, pour programmer le serveur, utiliseriez-vous des threads ou des processus et pourquoi? Donc on peut imaginer un serveur de connexion à distance, type terminal serveur, le truc de Windows où vous pouvez connecter plusieurs machines, ou un serveur SSH par exemple avec plusieurs utilisateurs qui vont pouvoir se connecter et exécuter des commandes sur un serveur partagé. Deuxième cas, un serveur de fichiers, par exemple un serveur NFS ou un serveur SMB, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs machines qui vont pouvoir se connecter et qui vont pouvoir accéder à des fichiers mais qui ne vont pas pouvoir exécuter des commandes. Il y a un cas où c'est à peu près obligatoire d'utiliser des processus, un cas où ça va être relativement naturel d'utiliser du multithread. Donc, je vous laisse réfléchir à ça, puis on y répondra tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour créer et pour détruire des threads? Alors à partir de maintenant, c'est fini pour la théorie, on va passer sur des choses un peu plus pratiques. On va faire du C++, en particulier du C++ 2011, c'est-à-dire qu'avec les premières normes de C++, la notion de thread n'était pas bien intégrée au langage. Depuis 2011, c'est le cas. Et donc pour créer un thread, en fait un thread ça va être une classe C++, et pour créer un thread on va instancier cette classe. Donc en un sens ça va se passer comme pour créer un objet quelconque, instance de classe. C'est un petit peu plus compliqué puisque le constructeur de thread, donc, que vous avez ici, le constructeur de thread, il prend en paramètre une fonction et les paramètres d'une fonction. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire quelque chose qui va ressembler à ça. Thread T, ouvrez la parenthèse, f, x, y. Ça va créer un thread T qui exécute la fonction f avec les paramètres x et y. Quand on aura terminé ça, on pourra écrire quelque chose du style t.join. Et ce join ici permettra d'attendre que le thread soit terminé. C'est-à-dire qu'ici, on va attendre que la fonction f soit finie d'exécuter. Alors attention, quand on compile, il va falloir, déjà si on a un GCC qui est un peu vieux, il va falloir lui préciser "-std égale C++11", parce que par défaut, les vieux GCC ne faisaient pas du C++11. Sur votre machine, c'est très probable que ce soit le cas par défaut. Et puis par contre, ce qu'il faudra absolument, c'est utiliser "-pthread pour dire je vais utiliser des threads, et du coup GCC va s'occuper de linker avec la bibliothèque appropriée et de rendre thread safe certaines fonctions. Voilà, petit exemple, vous avez ça aussi sur la page du cours. Donc on a une fonction. J'écris ma fonction ici. Ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit bonjour, elle dit je suis le thread i, i étant le paramètre que j'ai ici. Mon message est, et puis ici on a le message qui est écrit, et puis je vais incrémenter une variable globale ici, et je vais faire num égale num plus 10. Donc cette fonction, depuis la fonction main, je peux appeler une fonction en écrivant une fonction comme ça.
parenthèse, parenthèse, et ça, ce sera un appel de fonction. Un appel de fonction, la fonction main, elle passe la main à une fonction, et puis elle revient après, mais pendant que j'exécute une fonction sur un appel de fonction normal, je n'exécute rien d'autre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un thread T qui va exécuter une fonction sur les entrées 1 et message qui va être coucou. Et puis ensuite, je vais faire un t.join. Et donc, pendant cet intervalle de temps ici, le petit commentaire en bleu, ce qui va se passer, c'est qu'une fonction est en train de s'exécuter, mais je peux faire autre chose en même temps. Donc ici, je commence à exploiter le parallélisme de ma machine, et je peux tout à fait exécuter deux choses en même temps. Je vais exécuter le thread principal qui exécute la fonction main en parallèle avec le thread qui exécute une fonction. Alors ça peut sembler simple d'écrire juste thread t, une fonction, etc. comme ça. C'est une syntaxe qui a plein d'avantages. Il y a quand même un certain nombre de petits pièges que vous n'allez probablement pas apprécier pendant vos TP. La classe thread, elle est templatée, c'est-à-dire que si je passe des fonctions différentes, je vais avoir des listes d'arguments différents. Et l'imbrication de template fait des trucs bizarres. Donc quand un paramètre de fonction est une référence, on va être obligé d'utiliser stdref, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire thread t qui exécute f sur le paramètre x, et ben si x est passé par référence, je vais être obligé d'écrire std ref sur x pour dire explicitement je passe x par référence. Ce qui est un peu contradictoire parce que l'idée des références C++ c'était quand même que c'était transparent. Là c'est pas le cas. L'autre option évidemment c'est de faire du passage par adresse, donc je vais écrire tf, adresse de x, et il va falloir que f prenne un pointeur sur l'objet x au lieu de prendre x directement. Deuxième problème, c'est que le compilateur, il est pas très fort en template. Enfin, il est très fort en template, mais en termes de messages d'erreur, par contre, les messages d'erreur sont en général abominables. Donc il va falloir vous y habituer, il va même falloir faire exprès de faire des erreurs de syntaxe, de vous tromper, d'oublier le stdref par exemple, quand vous serez en TP, pour voir quelle tête a le message d'erreur. Parce que le jour où vous allez être en examen de TP, le message d'erreur, si vous tombez à la figure, ça risque d'être un petit peu la panique. Quand on va faire ça en TP, on sera en condition un petit peu plus sécurisée avec un enseignant pour vous aider, il n'y aura pas de problème. Deuxième problème, on ne peut pas copier un thread. Donc, petit exemple de choses que j'ai pas le droit d'écrire. J'ai pas le droit d'écrire thread T1 sur F, éventuellement avec des choses derrière, et puis d'écrire un thread T2 que je vais initialiser à T1 par exemple. Là, ça, j'ai pas le droit de le faire. Et donc un thread, il est dans sa variable et il ne peut pas en bouger. Et en particulier, si j'ai envie de recopier un thread dans un tableau, ce ne sera pas possible. Donc il va falloir créer les threads directement au bon endroit et ne pas utiliser d'affectation ensuite. Ou alors vous êtes fort et vous connaissez stdmove en C++11, mais ça viendra plutôt en M. Il faut faire attention à la destruction automatique de la variable contenant le thread. Là aussi, je vais donner un petit exemple. Si j'écris quelque chose comme ça, où je vais avoir une portée avec thread t qui exécute f de x, quand j'arrive sur l'accolade fermante correspondante, la portée elle va de là à là. Ici, ma variable est détruite. Et donc je vais appeler le destructeur. Et le destructeur d'un thread, il ne supporte pas que le thread soit encore en train de s'exécuter. Donc attention ici, et ce qu'il va falloir faire pour éviter ces problèmes-là, c'est systématiquement écrire t.join ici, pour ne sortir de la portée de notre thread que quand on a terminé l'exécution de cette fonction f ici. Voilà, donc ça c'était pour création, destruction de thread. Si je vous laisse avec ça, vous êtes capable d'écrire des programmes qui vont plus vite que ce que vous étiez capable de faire avant, puisque vous êtes capable d'instancier plusieurs threads pour se partager le boulot, pour faire un calcul en parallèle. Maintenant, si je vous laisse avec ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez les coder, vous allez avoir des programmes qui vont plus vite, et puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais mes programmes, de temps en temps, ils plantent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu les opérations qui permettent de synchroniser tout ça correctement. Si j'ai deux threads qui cherchent à écrire sur la même variable en même temps, par exemple,
et ben peut-être que c'est le premier qui va passer et que le deuxième va écraser sa valeur. Peut-être que c'est le deuxième qui va passer et que c'est le premier qui va écraser sa valeur. Et puis peut-être qu'il peut se passer des trucs encore un peu plus louches, du style le premier il écrit la moitié, le deuxième il écrit la moitié, et on se retrouve avec une valeur complètement incohérente. Donc c'est ce qu'on va chercher à voir sur cette deuxième partie, sur la synchronisation. On va revenir sur l'exemple du chat. Donc dans notre exemple, on a un thread qui produit l'information et un thread qui lit l'information. On appelle ça un problème de producteur-consommateur. Le producteur, c'est celui qui produit l'information, et celui qui lit l'information, c'est le consommateur. On l'a fait de façon très simplifiée, on n'a qu'un seul producteur, un seul consommateur, et on n'a pas vraiment une FIFO entre les deux, puisqu'on n'a qu'une seule case. Donc on ne pourrait pas vraiment parler de file d'attente, mais on peut commencer à voir un peu les problèmes. Alors on va regarder ça sur l'exemple de notre mini-chat. Si vous voulez les détails, je vous laisse aller voir le code source complet sur la page du cours. Moi, je vais me baser juste sur cette espèce de petit organigramme ici, qui va juste nous permettre d'avoir un résumé du code, mais qui nous permet quand même de voir les problèmes. Donc, on a du côté du producteur, là on a le réseau qui parle. Et pour lire depuis le réseau, on va avoir cette fonction écoute. Et l'idée, c'est que quand on récupère un message sur le réseau, bah, on va positionner nouveau message égale true pour dire au consommateur il y a un nouveau message. Et lui, de son côté, il va tester if nouveau message. Et donc, il va regarder si cette variable est à vrai. Et puis, le contenu de ma variable mess ici, bah, je vais la recopier. Et donc, je vais prendre mess et j'utilise strcpy ici pour recopier dans une variable message qui est la variable partagée. Message, elle est vraiment entre les deux. Et donc je vais écrire ici, et puis je vais lire le contenu ici. Et donc ma fonction affiche ici, elle va aller lire le contenu de ma variable partagée. Et puis quand j'ai terminé tout ça, je libère ma variable message, et puis je recommence. Et donc ce qu'il va falloir qu'on évite, c'est que quelqu'un vienne ici. C'est exactement ce qui se passe là. Je commence, je lis et je positionne mon flag à vrai pour dire c'est bon, tu peux y aller, il y a quelque chose à afficher. Et juste après, bah en fait, lui, il ne s'exécute pas tout de suite, il met un petit peu de temps. Là, on n'a pas de chance. Et on va passer au deuxième thread qui dit s'il existe un nouveau message, je l'affiche. Et donc, ce qui est tout à fait possible, c'est que mon deuxième thread, il affiche un message qui n'a pas encore été positionné ici. Et puis ici, bon, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait toutes les 50 millisecondes, et donc on va scanner le contenu de la variable régulièrement. Si on a de la chance, ce qui peut se passer, c'est que mon if ici, il peut arriver après. Et donc ce qui aurait été le cas qui était prévu, c'était ça. Maintenant, là, on n'a pas de chance, et donc là, on a un bug. C'est-à-dire qu'on va afficher un message qui n'a pas encore été produit. Et ce qu'on aimerait plutôt avoir, finalement, c'est avoir une de ces deux situations-là. La situation de gauche, où je positionne nouveau message égale vrai, ensuite j'écris dans la variable message, et puis ensuite j'affiche le message. Ou bien la situation de droite, où je regarde, est-ce qu'il y a un nouveau message? Non, il n'y en a pas encore. Et puis je reboucle, et je verrai pour la prochaine fois. Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est d'avoir ce petit morceau de code-là. S'il y a un nouveau message, alors je l'affiche. Ce qu'on cherche à éviter, c'est de l'intercaler entre le fait qu'on positionne la variable à vrai et le fait qu'on produise le message. Et donc ça, on veut absolument l'éviter. Ce qu'on va utiliser comme outil de synchronisation pour faire ça, c'est ce qu'on appelle une section critique. La section critique, c'est ces sections en gris ici. Je vais dire que ça, c'est une section critique, que ça, c'est une autre section critique. Et la définition d'une section critique, c'est que je ne peux pas avoir deux personnes en même temps à l'intérieur d'une section critique. Donc quand je suis là entre les deux, je ne peux pas proposer à un autre thread de s'exécuter, puisque je suis dans la section critique. Autrement dit, c'est moi qui détiens la possibilité d'exécuter ce morceau de code, et donc lui ne peut pas le faire. Une autre façon de voir ça, c'est que quand j'arrive ici, je préviens tout le monde, je dis hey, je vais faire un truc, je voudrais avoir personne qui interfère avec moi, et là je vais prévenir tout le monde, ça y est, c'est fini, vous pouvez y aller. Et donc si l'autre arrive et qu'il cherche à s'exécuter à ce moment-là, bah, il sait que le premier processus, il est dans sa section critique, et donc il va attendre. Donc une section critique, c'est
une ou plusieurs sections de code où il ne doit y avoir qu'un seul thread à la fois, pour ne pas accéder en même temps en écriture à des données partagées. On n'a pas envie d'avoir plusieurs threads qui écrivent au même endroit, sinon on risque d'avoir des mauvaises interférences entre les écritures. Et surtout pour éviter d'avoir quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui lit à un endroit au même moment. Puisqu'en général, si on essaye de lire quelque chose qui est en train d'être écrit, on risque de lire des valeurs qui sont incohérentes. Et donc à cause du multithreading, il va falloir protéger l'accès à ces sections critiques. Alors ce qui est assez tentant, c'est d'utiliser une variable partagée. On va se donner une variable, par exemple, passage autorisé. Et on peut dire, comme on a écrit ici, tant que passage autorisé est à faux, j'attends. Et puis pour rentrer dans la section critique, je vais positionner passage autorisé à faux. Et du coup, les autres vont boucler sur cette boucle-là. En fait, ça va pas marcher. Si vous essayez d'implémenter une section critique avec quelque chose comme ça, le problème c'est que là, vous dites est-ce que j'ai le droit de rentrer? Et si j'ai le droit de rentrer, je positionne passage autorisé à false. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un d'autre qui vient interférer juste là entre les deux? On va avoir un premier thread qui dit est-ce que c'est autorisé? La réponse c'est oui, il n'y a personne qui cherche. Il y a un deuxième thread qui arrive, qui pose la même question, est-ce que c'est autorisé? Oui, c'est possible. Et puis les deux vont positionner passage autorisé à false, et les deux vont rentrer dans la section critique, et c'est exactement le contraire de la définition de la section critique qu'on s'était donnée. Donc ça marche pas, ça suffit pas. Ce qu'il faudrait être capable de faire pour pouvoir faire ça, c'est d'être capable de tester la variable, c'est ce qu'on fait avec le while ici, et de la positionner en une seule fois, de manière atomique. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire, on verra ça en TD, ceci dit. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement qu'on va utiliser un outil tout prêt. En fait, n'importe quel système d'exploitation nous fournit un outil pour implémenter une section critique qui s'appelle le mutex. Mutex comme mutual exclusion en anglais, mutual exclusion, mutex. C'est un outil qui va nous permettre de mettre en place des sections critiques. Donc n'importe quelle bibliothèque de multithread raisonnable vous fournit un mutex ou alors des outils qui sont encore plus puissants que les mutex. Et donc le mutex, ça va nous permettre d'implémenter des variables partagées qu'on va pouvoir tester, modifier de manière unitaire. Un mutex, c'est une primitive de synchronisation qui permet de vérifier qu'on est autorisé à passer et d'interdire aux autres de passer. Donc au moment où on rentre dans la section critique, on va verrouiller le mutex, et quand le mutex est verrouillé, plus personne ne peut rentrer dans la section critique, et quand je vais sortir de la section critique, je déverrouille ce mutex. Et les deux sont faites en une seule fois, de manière atomique, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder si je peux passer et ensuite interdire aux autres de passer, je vais vraiment faire les deux en même temps. Quand on est en C++, un mutex, c'est un objet, instance de la classe mutex. Le constructeur, c'est le constructeur par défaut, il n'a pas de paramètres, tout simplement mutex comme ça, parenthèse, parenthèse. Et puis on va avoir deux fonctions principalement, la fonction lock ici, et la fonction unlock là. Le try-lock, on y reviendra plus tard. Lock, si jamais le verrou est déjà verrouillé, ça va bloquer, c'est-à-dire que je vais attendre et la fonction lock ne terminera que quand l'autre thread aura déverrouillé. Et quand la fonction lock termine, elle laisse le mutex dans une position verrouillée, et donc les autres seront bloqués. Et le unlock, c'est l'inverse. Donc le unlock, lui, il ne bloque jamais. Déverrouiller, ça ne me bloque jamais moi, parce que je peux toujours déverrouiller mon mutex. Et par contre, si je déverrouille alors qu'il n'y avait personne qui attend, je déverrouille, il ne se passe pas grand-chose. Si je déverrouille alors que quelqu'un d'autre était en attente, alors le quelqu'un d'autre est réveillé et il rentre dans la section critique. Voilà, et la petite fonction try-lock, on ne va pas beaucoup l'utiliser, mais elle peut servir de temps en temps pour le cas où j'aimerais bien verrouiller, mais si je ne peux pas verrouiller, je préférerais faire autre chose. À ce moment-là, si j'appelle lock, si le mutex est déjà verrouillé, ça va bloquer, et je ne saurais que le mutex était verrouillé que quand je sortirai de lock, et ce sera trop tard. Donc try-lock, ça me permet d'essayer de verrouiller. Si le mutex est libre, la méthode verrouille, et elle renvoie vrai. Sinon, la méthode renvoie faux, et elle ne verrouille pas du coup. On va appliquer cette histoire de mutex sur un petit exemple. Donc ici, je me suis donné une classe compteur qui contient un champ valeur. Ce champ valeur, je l'initialise à 0 au départ. Et puis ce que je fais, c'est que j'ai une méthode incre ici qui va incrémenter ma valeur. La méthode incre, je l'appelle plein de fois dans une boucle, dans la fonction compte.
Et puis ce que je fais, c'est que dans cette fonction main ici, j'instancie mon compteur une fois, mais je vais instancier deux threads, T1 qui va exécuter compte sur l'objet C, et puis T2 qui va aussi exécuter compte sur l'objet C. Donc ce qui va se passer, c'est que le temps que je lance T1, T1 va commencer à faire tourner la boucle, et puis je vais lancer T2, et T1 et T2, pendant un long moment, vont s'exécuter, enfin pas si long que ça, mais pendant un bon moment, vont s'exécuter en parallèle, et du coup vont lancer des incréments sur la variable en parallèle. Qu'est-ce que ce programme affiche? Ce programme affiche, ça dépend. Le programme, il affiche des fois 100 000, des fois, enfin 100 000 et des poussières, puis des fois 100 000 et d'autres poussières, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Ça dépend. Et si je lance plusieurs fois mon programme, ça fait même pas plusieurs fois de suite la même chose. Alors c'est quand même un petit peu embêtant cette histoire. Ça clairement c'est un programme, c'est un bug, hein, on n'aurait pas voulu faire ça. Qu'on aurait probablement voulu, c'est que vu que là il y a n égale 100 000, on a lancé 200 000 incréments. Donc en partant de 0, si j'incrémente une variable 200 000 fois, je devrais avoir 200 000. J'ai pas ça, et pourquoi? Parce que si je prends, je vais avoir la valeur de valeur ici en mémoire. Valeur. Initialement, valeur vaut 0. Et puis je vais avoir mon processeur, quand il incrémente, ce qui fait en réalité mon processeur pour incrémenter, c'est qu'il lit la valeur. D'accord? Là j'ai le CPU. Il lit la valeur 0. Il fait plus 1. Et puis il écrit la valeur 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça, en fait, c'était CPU 1, et puis j'ai aussi CPU 2 qui s'exécute, et puis CPU 2, il va commencer son calcul par là, et il va lire une valeur. Qu'est-ce qu'il lit là? Il ne peut pas lire 1, puisque le temps qui passe, il est comme ça, hein. La valeur 1, elle n'est pas encore produite, donc là, il lit 0. Ensuite, il incrémente, plus 1. Et puis ensuite, il va écrire une valeur, et qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire 1. Donc ma valeur, elle vaut 0, elle vaut toujours 0, elle vaut toujours 0. Là, je reçois la valeur 1, et là, je reçois la valeur 1. Et donc sur cet exemple-là, j'ai fait deux incréments. J'ai incrémenté une fois ici, mais je les ai mal fait en parallèle, et du coup, je n'ai incrémenté qu'une seule fois. Et évidemment, ce qu'on aurait bien voulu, c'est avoir un truc où je pars de 0, je lis, j'incrémente, j'écris 1, et puis je lis ensuite la valeur 1, j'incrémente, plus 1, et j'écris du coup la valeur 2. Et ça, ce serait quand même nettement plus logique qu'en incrémentant deux fois une variable, ça fasse plus 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup pour corriger mon programme? Il faut que je rajoute un mutex. Donc je vais reprendre ma classe compteur comme tout à l'heure. Simplement cette fois-ci, je vais rajouter un champ mutex m dans ma classe. J'ai toujours ma valeur qui est initialisée à 0. Et ce que je vais faire, c'est que autour de ce valeur plus, je vais mettre un m.lock et un m.unlock. Là, je verrouille, là, je déverrouille. Autrement dit, tout ce qui se trouve entre le m.lock et le m.unlock, c'est ma section critique. À partir de ce moment-là, si mes deux threads cherchent à faire un valeur plus, j'en ai un qui s'exécute, il fait un lock, il fait un valeur plus, il fait un unlock. Ça, c'est le temps qui passe. J'ai un autre thread, donc ma section critique, elle est comme ça, et puis ensuite, je vais continuer, et je vais exécuter autre chose. J'ai un autre thread qui arrive ici, et là, il essaye de faire un lock. Et le lock, il va bloquer, et je ne vais pouvoir vraiment finir mon lock et passer à valeur plus que quand la section critique est disponible. Et puis ensuite, je vais faire un unlock. Et du coup, si j'exécute ce programme-là, lui, il affiche 200 millions, toujours. Alors il met beaucoup plus de temps par contre, puisqu'il va falloir qu'il s'occupe de verrouiller, déverrouiller. Et puis en fait, là, j'ai plus de parallélisme du tout sur mon programme, puisque la seule instruction qui fait du calcul, elle est en exclusion mutuelle entre les deux threads. Donc là, c'est le cas où vous avez une équipe de deux ouvriers, mais par contre, ils n'ont qu'un seul outil. Ça ira pas plus vite qu'une équipe d'un seul ouvrier. Il n'y a pas besoin de partager son outil. Si vous êtes mauvais en C++, je vous suggère d'ignorer le contenu de ce transparent. Si vous êtes un tout petit peu bon en C++, et surtout si vous êtes curieux, ça c'est un truc qui est assez astucieux en C++ et qui est super utile.
Un bug très classique quand on programme avec des mutex, c'est ultra bête, mais c'est extrêmement grave, c'est d'oublier de libérer le mutex. J'ai un exemple ici, j'ai un m.lock, j'ai un m.unlock, donc du coup, ma section critique, elle est comme ça, hop, 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 hop. Et le principe, c'est que la section critique, on rentre dedans avec un lock, et on doit forcément en sortir avec un unlock. Maintenant, là, il y a un programmeur un peu distrait qui a écrit, s'il y a une erreur, je fais un return 0. Return -1, pardon. Alors return -1, il ne passe pas par le unlock. Il sort directement de la fonction, il sort de ce qu'on aimerait être la section critique, et il ne fait pas de unlock. Bah, à ce moment-là, c'est un peu l'équivalent de laisser ses clés à l'intérieur de la voiture et de fermer à clé. Vous avez un système qui ne fera jamais de unlock, puisque les autres qui veulent faire un unlock, il faut qu'ils puissent faire un lock d'abord. Mais on ne peut pas faire de lock puisque c'est verrouillé. Et nous, on a oublié de déverrouiller. Donc du coup, ça donne un programme. Typiquement, ça va vous donner un programme qui fige et qui arrête de s'exécuter. Et s'il y a un truc qui se passe, qui ressemble à ça dans le noyau Linux, par exemple, bah, ça va faire planter votre machine. Vous allez avoir votre machine qui freeze et qui va devenir inutilisable. Alors, il y a une super astuce en C++ qui consiste à avoir un objet dont le constructeur fait lock et le destructeur fait unlock. C'est exactement ce que fait UniqueLock ici. UniqueLock, c'est un truc qui va prendre en paramètre un mutex. Donc ce M ici, c'est un mutex. Le constructeur de l'objet LCK va verrouiller et le destructeur va déverrouiller. Du coup, alors déjà j'ai économisé une ligne de code parce que sur la collade fermante ici, si j'arrive à la fin de ma fonction, bah, le destructeur il est appelé automatiquement. Ça c'est le principe de C++, les destructeurs ils sont appelés tout seuls. Et puis surtout, quand je fais un return, le destructeur il est appelé aussi. Et du coup, ce return -1, c'est pas écrit dessus, mais il fait un déverrouillage de mon mutex. Alors ça, c'est hyper pratique. Dans la vraie vie, il faut absolument utiliser ça quand on code en C++, parce que ça nous évite des bugs vraiment stupides et vraiment très graves. Comme je l'ai dit, ça fait figer votre application, elle devient inutilisable. Par contre, pédagogiquement, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que le machin automatique ici, j'ai rien écrit. Et quand même, moi, quand je vais vous faire des corrigés de TD au tableau, j'ai vraiment envie d'écrire unlock ici. Donc, quand j'écrirai du code au tableau, ben, je vais à peu près systématiquement utiliser cette syntaxe-là, qui est beaucoup plus explicite et qui va permettre vraiment de voir de nos yeux où se trouvent le lock et le unlock. Maintenant, dans la vraie vie, ce serait plutôt cette version-là qu'il faudrait utiliser. Voilà, si je refais mon compteur de tout à l'heure avec un UniqueLock, et ben j'écris simplement UniqueLock ici, donc UniqueLock toujours templétisé sur mutex, je lui passe le mutex M qui est celui-là, et puis ce L ici par contre c'est une variable locale, et donc ce programme-là fait exactement la même chose que la précédente, simplement j'ai gagné une ligne de code, et puis j'ai la tranquillité d'esprit de me dire que je n'oublierai jamais de faire un unlock. Conclusion sur les sections critiques, les mutex. Donc une section critique, c'est une portion de code qui doit rester en exclusion mutuelle. Le mutex, c'est l'outil qui vous est fourni par le système, donc typiquement par la bibliothèque de thread de C++11, pour faire des sections critiques. Et sauf cas particulier, quand vous avez un accès à une variable partagée, on mettra toujours une protection par mutex. Les cas où on pourra s'en passer, c'est des cas qu'on ne va pas voir dans ce cours et qui sont malheureusement beaucoup plus compliqués que ce qu'on aurait voulu. Donc, variable partagée implique mutex obligatoire, en tout cas dans le cadre de ce cours. Voilà, on va passer maintenant aux variables de condition, qui sont un outil qui porte assez mal leur nom. Les variables de condition, c'est des outils qui permettent d'attendre, et en particulier de faire de l'attente passive. Donc si on reprend l'exemple de notre mini-chat de tout à l'heure, tous les échanges se font grâce à une seule variable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le consommateur est un peu trop lent et que notre variable est occupée? Si notre producteur il produit plus vite que le consommateur est capable de consommer, et ben on va avoir un problème. Donc ce qu'il va falloir, c'est faire en sorte que le producteur, quand la variable est déjà occupée, il se mette en attente. Donc dans l'idéal, bah, si la variable est libre, le producteur l'utilise. Si la variable n'est pas libre, et ben on aimerait bien faire une attente. Alors on peut faire une attente active, euh, tant que while variable est déjà utilisé, je boucle, sans rien faire. Par contre, ça utilise le processeur pour rien. Vous vous souvenez de mes 388 processus, là, si les 388 essayaient de me manger du CPU,
déjà, je commencerai à entendre le ventilateur de mon ordinateur qui tourne très fort, hein, puisque j'utiliserai au maximum les capacités de mon matériel. Et puis surtout, ce serait très très lent, puisque le scheduler il serait obligé de passer sur les 388 processus les uns après les autres. Ce serait abominable. Donc heureusement, mes processus ils sont en attente passive, euh, et ils ne sont pas en train de solliciter le processeur tout le temps à reposer toujours la même question. Si on reprend notre exemple de mini-chat, donc on a toujours, je lis un message sur le réseau. Ce qu'on avait avant, c'était je positionne nouveau message égale true, et puis je recopie le message dedans. Et ce qu'on vient de se dire, c'est que ce serait bien de rajouter une petite étape qui va être celle-là, où je vais poser la question, bah alors si nouveau message est déjà à vrai, si j'ai déjà fait un coup à vrai et que le consommateur n'est pas encore passé, je vais attendre. Et donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on code cette fonction attend. Euh, Tout ça, ça va aller avec notre consommateur qui s'occupe, pareil que tout à l'heure, de dire s'il y a un nouveau message, alors j'affiche le message, je positionne nouveau message à false, et donc l'idée c'est que ce machin-là, il va devoir réveiller lui. Il va devoir réveiller plus précisément l'attente ici. C'est-à-dire que quand nouveau message va devenir faux, alors je vais pouvoir rentrer dans, je vais pouvoir, enfin sortir plutôt de cette attente. Alors, il y a un petit piège. On se souvient qu'on avait eu cette notion de section critique. Et donc les sections critiques, elles sont dessinées ici sur les slides. Qu'est-ce qui se passe si je garde cette attente comme ça, et que je garde mes sections critiques, et que je ne fais pas attention? Il va se passer quelque chose, c'est que mon attente ici, elle suspend le thread producteur, euh, et elle suspend le thread producteur qui est dans la section critique. Donc du coup, mon thread consommateur, il ne peut pas rentrer dans la section critique. Et vu qu'il ne peut pas rentrer dans la section critique, il ne peut pas exécuter nouveau message égale false. Et vu qu'il ne peut pas exécuter nouveau message égale false, je ne peux pas sortir de l'attente. Et vu que je ne peux pas sortir de l'attente, je ne peux pas relâcher ma section critique. Et vu que je ne peux pas relâcher ma section critique, je ne peux pas y rentrer de l'autre côté, du coup je ne peux pas exécuter nouveau message, donc je ne peux pas sortir de l'attente, etc. Et là j'ai une attente qui va être infinie. Je ne sortirai jamais de cette attente si je ne fais pas un tout petit peu plus attention. Faire un peu plus attention, en l'occurrence, ça va consister à relâcher la section critique pendant le temps de l'attente. Le thread qui est bloqué, il relâche le mutex et il autorise mon thread consommateur ici à rentrer dans sa section critique, à exécuter nouveau message égale false, et du coup on va prévenir ici, c'est bon, tu peux y aller, et le thread va se réveiller et reprendre la main sur la section critique. De quoi on a besoin? On a besoin d'attente passive du producteur. Attente passive, je répète, c'est que le producteur va être complètement suspendu et n'utilise plus le processeur. Il ne va pas reposer plusieurs fois la question est-ce que le message est disponible ou pas. Il sera réveillé quand le message sera disponible. Pour une attente passive, il faut donc un moyen d'attendre jusqu'à un certain événement. On pourrait essayer d'utiliser des trucs style pause, pissred kill et compagnie que vous avez peut-être vu en système l'année dernière. Ça suffirait pas, ça marcherait pas. Ce qu'on veut, c'est que le test et l'attente soient atomiques, c'est-à-dire qu'au lieu de dire si le message est disponible, alors j'attends, on va en un coup tester si le message est disponible et se mettre en attente si c'est le cas. Sinon, on risquerait d'avoir encore le problème. Il y a un thread qui arrive qui dit est-ce que le message est disponible, sinon j'attends, et l'autre qui arrive qui pose la même question. Les deux trouvent le message disponible et les deux risqueraient de ne pas attendre. Il faut que le thread libère le mutex pendant l'attente, c'est ce qu'on vient de voir ici, la libération là du thread pendant l'attente, du mutex pardon, pendant l'attente. Il faut que le thread réobtienne le mutex dès son déblocage, et ça aussi ça doit être fait de façon atomique, c'est-à-dire que si je me réveille avec le mutex qui est repris. Je ne peux pas avoir un moment où je me réveille, puis un moment où je reprends le mutex. Et donc tout ça, c'est ce que va nous permettre de faire une variable de condition. Une variable de condition, c'est une variable partagée qui permet l'attente à l'intérieur d'une section critique, et qui permet en particulier l'attente passive. On va utiliser, alors il y a une petite subtilité en C++, des fois c'est condition variable, des fois c'est condition variable underscore any. Si vous vous posez la question, utilisez plutôt celui de droite, condition variable any, je vous donnerai les détails après.
Le constructeur, on a de la chance, c'est un constructeur sans argument, il n'y a rien à faire. On crée la variable de condition et elle existe, point. Et puis les deux catégories de primitives qu'on va avoir, c'est d'un côté l'attente. Donc ici on a wait qui nous permet de faire une attente, et puis de l'autre côté le déblocage avec les fonctions notify. On va voir qu'on en a deux. Wait, on a dit que ça devait relâcher la section critique. Donc wait, bah, c'est bien foutu. Ça prend un verrou en paramètre et c'est la fonction wait qui va s'occuper de déverrouiller ce verrou pour vous. Donc quand je rentre dans wait, je déverrouille le verrou pendant l'attente et le verrou sera reverrouillé juste avant de me réveiller quand j'aurai terminé d'attendre. Donc après pour les histoires, est-ce que vous préférez utiliser les mutex ou les unique lock? Je rappelle que mutex c'est le truc avec lock et unlock, et le unique lock c'est celui qui a le constructeur qui verrouille et le destructeur qui déverrouille. Si vous aimez bien les unique lock, bah du coup vous allez utiliser condition variable et vous allez être obligé de passer un lock. Et puis si par contre vous voulez passer un mutex et que donc vous voulez passer juste mutex ici, là vous allez être obligé d'utiliser condition variable any, sinon ça compilera pas. Du côté Notify, on a deux Notify différents. Notify 1, je réveille un thread qui était en attente. Donc je prends un thread qui était en train de faire un wait et je le réveille. Notify all, je vais réveiller tous les threads qui étaient en attente. Donc dans certains cas, on va utiliser plutôt l'un, dans certains cas, on va utiliser plutôt l'autre. Dans le doute, il vaut mieux utiliser Notify All. C'est jamais vraiment grave d'utiliser Notify All. Ça peut être embêtant des fois d'utiliser Notify One alors que c'était pas celui-là qu'il fallait. Petit exemple, on avait fait un compteur. Bah maintenant, on va faire un compteur avec une fonction incrément d'un côté et une fonction décrément de l'autre. Et ce compteur, on va imposer qu'il soit toujours positif. Donc on part positif ou nul, hein. On part d'une valeur égale à 0. On a notre mutex, hein, et puis on verrouille, on déverrouille dans la méthode incre et dans la méthode decr. Et puis ce qu'on aimerait bien, c'est faire en sorte que ce decr, il n'ait pas le droit de rendre valeur négative. Donc une façon de faire ça, c'est de dire bah, je vais mettre un assert, et puis du coup le programme il va planter si jamais j'essaie de faire du négatif. C'est pas ça que je cherche à faire. Ce que je cherche à faire ici, c'est de faire en sorte que ma fonction decr, elle bloque si jamais je cherche à faire un truc négatif. J'ai le droit d'incrémenter autant que je veux, et quand je décrémente, si je décrémente de 10 jusqu'à 9, c'est instantané, de 9 jusqu'à 8, c'est instantané, et puis quand j'ai mon compteur qui est déjà égal à 0, si j'essaye de décrémenter, ça bloque. Et ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire ça? On peut utiliser une variable de condition. Donc mon compteur positif avec une variable de condition, ma méthode incr, je fais comme tout à l'heure mon compteur et puis valeur plus plus, et ce qui va être important, c'est ce notify one ici, pour dire tiens bah, je vais réveiller l'autre. L'autre de son côté, il fait un wait sur une variable de condition. Donc il dit si la valeur n'est pas positive, alors j'attends. Et il dit même plus précisément, tant que la valeur n'est pas positive, j'attends. Et ce notify, il va s'occuper de réveiller le wait. Je rappelle que pendant ce wait, je relâche le mutex, donc j'autorise des incres à venir pendant que je fais ce wait là. Et donc je rappelle que ce L ici, c'est bien le lock que j'ai ici. D'accord? Et C ici, c'est la variable de condition qui est là-bas. Voilà, j'efface un peu mon plat de nouilles. Et donc là, j'ai un compteur dont la valeur est toujours positive, et si j'essaie de décrémenter, ça fait une attente passive. Pardon. Autre concept de programmation concurrente, le sémaphore. Donc un sémaphore, ça va être une espèce de généralisation du mutex qui permet de faire pas mal de choses différentes. Un sémaphore, c'est un objet qui contient une valeur entière, et on a deux opérations sur cet objet. On peut incrémenter cet objet ou on peut le décrémenter. Un sémaphore, il va représenter le nombre de ressources disponibles, par exemple. Donc un exemple de sémaphore, c'est une version un petit peu imagée, ça va être, ici j'ai un sémaphore qui contient la valeur 3. J'ai 3 stylos dans mon sémaphore. Je peux décrémenter, ça consiste à enlever un stylo. Je peux continuer à décrémenter, j'en enlève un. Et je peux incrémenter, je vais remettre des stylos. Quelque chose que je ne peux pas faire, c'est enlever un stylo quand il n'y en a déjà plus. Donc si j'ai déjà décrémenté mon sémaphore et si mon sémaphore est retombé à 0, et si j'essaye de le décrémenter, ça va bloquer. Et par contre, si je remets une ressource, ça va débloquer.
Donc on peut utiliser ça par exemple pour un ordinateur qui va avoir deux ressources. Mettons que c'est un ordinateur qui a deux cartes réseau. On va dire qu'on a deux ressources qui sont disponibles. Hop. Et donc, si on a un premier processus qui cherche à utiliser une carte réseau, il va décrémenter le sémaphore et il va pouvoir utiliser cette ressource pendant le temps où il tient le sémaphore. Et puis quand il a terminé d'utiliser la ressource, il va la déposer. Si j'ai un deuxième processus qui cherche à utiliser mon sémaphore, il va pouvoir le faire aussi, donc il va utiliser la deuxième carte réseau. Et si j'en ai un troisième, du coup c'est plus possible, donc le troisième va attendre son tour. Donc mettons qu'on ait le troisième processus qui soit ici, il cherche à récupérer un stylo dans ma tasse ici, il ne va pas pouvoir jusqu'à ce que quelqu'un remette le stylo. Et à ce moment-là, le consommateur va pouvoir le consommer. Voilà, alors de manière un peu plus formelle, donc le sémaphore, c'est un des premiers outils de synchronisation qui ont été définis par Dijkstra dans les années 60 de mémoire. Donc c'est un compteur partagé, initialisé avec une valeur positive ou nulle. Les deux fonctions décrémentées ou incrémentées, traditionnellement, on les appelle P et V, avec des noms un peu barbares que je m'abstiendrai bien de prononcer. Le moyen mnémotechnique, c'est que P, ça permet de prendre un jeton, donc ça permet de décrémenter le nombre de jetons disponibles. Donc P, ça prend, et V, du coup, c'est l'inverse, ça rend une ressource. Le compteur n'est jamais négatif, et ça bloque si on cherche à passer dans les négatifs. Un cas particulier de sémaphore, si je prends un sémaphore initialisé à 1, et ben c'est exactement la même chose qu'un mutex qu'on a vu tout à l'heure dans le cours. Le mutex, on peut le verrouiller une fois, on ne peut pas le verrouiller deux fois de suite, sauf si on a un déverrouillage entre-temps. Le sémaphore initialisé à 1, on peut le décrémenter une fois, mais la deuxième fois, il bloque exactement comme le mutex. Donc un mutex, c'est un sémaphore initialisé à 1. Un autre exemple de sémaphore, en fait, le petit compteur positif qu'on s'est fabriqué nous-mêmes avec un mutex et une variable de condition, c'est exactement le principe du sémaphore. Sauf qu'on les avait appelés incre et decre à la place de les appeler P et V, mais c'est exactement les mêmes méthodes. Un petit exemple d'utilisation des sémaphores. Donc le sémaphore, ça compte le nombre de ressources disponibles. Ici, le nombre de ressources disponibles, ça va être le nombre de données disponibles dans un buffer. On imagine qu'on a un consommateur d'un côté, on a un producteur de ce côté-là, et puis on a un tableau avec plusieurs cases qui peuvent soit contenir une donnée, soit ne rien contenir. Donc initialement, notre buffer, il est vide, et du coup, le consommateur ici, quand il cherche à lire dans le tampon, ce qu'il va chercher à faire, c'est qu'il va d'abord obtenir une donnée disponible. Il va chercher à faire un P sur notre sémaphore qui est initialisé à 0, donc ça va bloquer. Par contre, notre producteur ici, lui, il va écrire des données dans le tampon, donc lui, il va ajouter une donnée, hop, on va matérialiser ça comme ça, et il va incrémenter notre sémaphore, et donc notre sémaphore maintenant, il n'est plus à 0, mais il est à 1. Et puis on peut réécrire dans le tampon, on réécrit ici, hop, et du coup on n'est plus à 1, mais on est à 2. Maintenant notre consommateur, il peut terminer son P ici, et du coup il va consommer une ressource, hop, et il va pouvoir écrire data, reçoit, retire une donnée dans notre buffer. Et puis il peut l'exécuter une deuxième fois, et par contre s'il cherche à l'exécuter une troisième fois, ça va bloquer. Maintenant on peut augmenter un tout petit peu notre système en comptant aussi les cases vides. Donc si je reprends mon buffer de tout à l'heure, hop, là il y a 3 cases pleines et 2 cases vides. Si je continue à produire, j'ai 4 cases pleines et une case vide, et puis je vais bientôt être plein, et à ce moment-là, je ne vais plus pouvoir exécuter ma fonction ajoute ici, puisque j'aurai plus de cases vides. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que je me donne... donc j'ai un buffer de taille limitée, de taille L, et je vais me donner un deuxième sémaphore qui va indiquer le nombre de cases vides disponibles. Cette fois-ci, je l'initialise à L, puisque quand mon buffer est vide, j'ai 0 données disponibles et j'ai L case vide disponible. On va considérer la case vide comme une ressource. Et donc là, si je continue à écrire, à chaque fois que j'écris dans mon tampon, je consomme une case vide et je produis une case pleine. Et donc si j'écris une donnée dans le tampon, je produis une case vide, je produis une case pleine, mais je consomme une case vide, et donc mon S vide, il va prendre la valeur 0 ici. Si j'essaye d'écrire à nouveau, du coup je vais faire un P et je vais chercher à décrémenter. J'aurais cherché à avoir une valeur -1, mais la valeur -1, surtout pas, ça c'est pas possible.
Donc il faut attendre que quelqu'un lise, et quand quelqu'un va lire, il va consommer une case pleine, produire une case vide, et je vais revenir à s vide égale 1, ce qui me permettra de continuer mon écriture, etc., etc. Dernier concept de ce cours, le moniteur, ou plus précisément moniteur de Hoare, du nom de la personne qui l'a inventé, Tony Hoare. On a vu pas mal de choses dans ce cours, on a vu les mutex, les variables de condition et les sémaphores. Les sémaphores, c'est un concept théorique super important. En pratique, c'est un outil qu'on évite d'utiliser quand on peut ne pas l'utiliser, parce que, si vous me passez l'expression, c'est un peu casse-gueule. Les mutex et les variables de condition, on a une façon raisonnablement facile et raisonnablement fiable de les utiliser. On va se donner un certain nombre de consignes qu'on va suivre, et quand on appliquera tout ça, en général, ça se passera assez bien. Donc ce principe d'utilisation des mutex et des variables de condition, c'est ce qu'on appelle le moniteur de Hoare. Ce qu'on cherche à faire, c'est encapsuler l'utilisation des mutex et des conditions, c'est-à-dire que l'utilisateur de nos superstructures de données multithread, etc., on n'a pas envie que l'utilisateur utilise des mutex et des variables de conditions. Par contre, on va se donner des classes avec une belle API, avec des belles fonctions publiques, et à l'intérieur de cette classe, on aura nos mutex et nos variables de condition. Et puis à l'intérieur de ça, on aura aussi les données partagées dont on cherche à protéger l'accès. Donc le principe du moniteur de Hoare, c'est un principe qui est assez proche des grandes idées de la programmation objet. Quand vous avez appris l'objet, on vous a dit manipuler les données directement à la main, c'est pas très sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est que les données, on va les mettre en privé dans une classe, et puis on va exposer une API qui permet de manipuler ces données. Le moniteur de Hoare, il part de ça. On va dire qu'on se donne des données partagées, ici. On a des accesseurs et des mutateurs. Donc jusqu'ici, on est vraiment sur le principe de la programmation objet. Et ce qu'on va rajouter, c'est ici l'exclusion mutuelle. On va dire que toutes les fonctions de notre moniteur de Hoare, donc tous les mutateurs, tous les accesseurs, vont se mettre en exclusion mutuelle les uns avec les autres. Donc en gros, toutes nos méthodes, ça va être une grosse section critique, un gros ensemble de sections critiques. Et on l'a pas toujours, mais en général, on permet l'attente en utilisant une variable de condition. Donc un moniteur, on l'utilise quand on a un problème à résoudre, quand on a des données auxquelles on cherche à accéder de manière concurrente. Donc par exemple, si on veut faire un producteur-consommateur, on a vu une solution avec un sémaphore. On peut aussi coder un producteur-consommateur avec un tableau qui va contenir nos données, et puis des mutex et variables, enfin un mutex plus précisément, et éventuellement des variables de condition pour gérer tout ça. Et puis ensuite, notre producteur-consommateur, on va lui donner une fonction ajoute et une fonction retire. L'utilisateur, lui, il va appeler ajoute et retire. Et il ne va pas se soucier du fait qu'il y ait des mutex en dessous. Voilà, c'est pas toujours très efficace. Le moniteur de Hoare, ça pose des soucis du fait qu'il y a des mutex, que les mutex, c'est pas un concept super efficace par rapport aux optimisations fines qu'on serait capable de faire si on était très fort en programmation parallèle. Mais ça marche pas mal, et par contre, ça donne du code qui est très facile à maintenir. Quand on est en C++, un moniteur de Hoare, on a dit que ça c'était dérivé de la programmation objet, donc on va vraiment se baser sur le concept de classe. Un moniteur, sous-entendu moniteur de Hoare, c'est une classe qui contient des données, de préférence privées, comme d'habitude quand on est en programmation objet, des méthodes, qui cette fois-ci vont être publiques, comme d'habitude en programmation objet, et on va se donner un et un seul mutex qui va être verrouillé au début de chaque méthode et qui va être libéré à la fin de chaque méthode. Si on connaît Uniclock, il suffit de déclarer un Uniclock en haut de notre méthode et ça va s'occuper de verrouiller, de déverrouiller. J'insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul mutex. Si vous vous amusez à mettre un mutex par méthode, attention, si je me donne par exemple une classe C avec une méthode F, et puis si je me donne un mutex M qui va être en variable locale, et puis que j'écris m.loc ici, etc. Et puis qu'un peu plus loin, j'ai une méthode void g
qui va elle aussi avoir un mutex qui est une variable locale et que j'écris m.loc. Si ces deux m sont des variables locales, c'est pas le même. Ce qui veut dire que je peux tout à fait faire un m.loc sur ce m-là et faire aussi un m.loc sur ce m-là. Donc ça, c'est une erreur de programmation qui est très très classique chez les étudiants de L3. Hein, quand on a un peu plus d'expérience, normalement on fait plus ces erreurs-là. Mais de déclarer des mutex en variables locales, et puis du coup de se retrouver avec plusieurs instances de mutex différentes qui ne s'excluent pas l'une l'autre, c'est une erreur à éviter. Dans un moniteur dehors, du coup, on va avoir une ou plusieurs variables de conditions si on en a besoin, et puis si on n'a pas besoin de faire d'attente passive, bah, on ne mettra pas de variables de conditions. Vous avez déjà vu un moniteur dehors en C++. Le petit exemple de compteur positif, c'est exactement, on a suivi exactement le principe du moniteur dehors, on ne l'a pas nommé à ce moment-là, mais si je reviens un petit peu en arrière dans mes slides, voilà, mon compteur positif. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une classe dans laquelle j'ai mis un mutex, je ne m'étais pas embêté à mettre des private à ce moment-là, mais il pourrait tout à fait être privé, une variable de condition, et puis notre mutex, on l'a verrouillé en entrée de chaque méthode. On l'a verrouillé en entrée de incr, et on l'a verrouillé en entrée de decr. Ce qui n'est pas explicité ici, c'est le déverrouillage, mais le Uniclock, il s'occupe tout seul de déverrouiller en sortie ici et en sortie ici. Ce qui fait qu'on a une grosse section critique qui correspond en fait à tout ça. On a hop, tout ça et tout ça. Ce sont deux sections critiques liées l'une à l'autre. On ne peut pas exécuter valeur plus plus en parallèle avec valeur moins moins. Voilà, donc voilà comment coder un moniteur dehors en C++. Si on va faire la même chose en Java, et ben en Java, en fait, c'est quasiment inclus dans le langage. C'est-à-dire qu'en Java, vous avez un mot-clé synchronized que vous mettez devant vos méthodes. Et ce synchronized, il va tout seul rajouter un mutex dans la classe. Enfin, en fait, il y est déjà le mutex. Dans toutes les classes, il y a un mutex. Et il va tout seul ajouter un verrouillage ici, un déverrouillage à la sortie de la méthode. Et donc, si vous voulez un compteur, vous allez simplement écrire synchronize void incr, valeur plus plus. Et ça fera exactement ce qu'il faut, donc c'est même encore un peu plus concis qu'en C++. Conclusion, centraliser les données partagées via un moniteur, c'est plus simple que d'ajouter des primitives de synchro un peu partout dans le code. Je reprends l'exemple de mon producteur consommateur, vous avez vraiment envie, si vous écrivez et si vous lisez dans un buffer, d'avoir une méthode qui envoie, une méthode qui lit. En fait, vous l'avez déjà fait ça aussi. Quand vous étiez en L2 en système, vous avez écrit des read et des write sur des pipes. Ben, c'était exactement ça. Vous avez écrit read, vous avez écrit write. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir combien il y avait de mutex à l'intérieur. C'est le système qui s'occupait de tout ça. Et pourtant, Dieu sait s'il y a plein de mutex ou d'équivalents dans les primitives read et write sous Unix. Donc on essaye de donner à l'utilisateur de nos classes des règles de programmation simples, et on essaye aussi de se donner à nous des règles de programmation simples. Quand on n'a pas de bonne raison de faire autrement, on met un mutex qu'on verrouille en entrée et en sortie de toutes les méthodes de notre moniteur. Le parallélisme, il va être à l'extérieur, mais dans le moniteur, on n'a pas de parallélisme, du coup. Et du coup, si on a bien programmé, notre moniteur est bien réutilisable. Voilà, donc je l'ai déjà dit, mais le petit inconvénient de ça, c'est que ça utilise beaucoup l'exclusion mutuelle, donc souvent c'est un peu sous-optimal. On peut essayer de faire mieux, mais on ne va pas se poser cette question-là tout de suite. Voilà, on arrive à la fin du cours. Donc à retenir, on a défini ce que c'était, on a rappelé ce que c'était qu'un processus et on a défini ce que c'était qu'un thread. Je rappelle qu'un processus peut contenir plusieurs threads. On a parlé de programmation multithread, on a vu comment instancier plusieurs threads pour bénéficier du parallélisme de notre machine physique. Et puis on a vu des outils de synchronisation, on a vu comment mettre en place une section critique avec des mutex, exclusion mutuelle. On a vu comment utiliser des mutex, des variables de conditions et des sémaphores, et on a vu comment mettre tout ça ensemble dans des moniteurs dehors. Voilà, ça nous amène à la fin de la présentation. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve tout de suite, puisque je vous rappelle qu'on a une visio en direct sur BBB, là tout de suite, maintenant.